Le samedi 22 juillet 2023, dans un mois, jour pour jour, se tiendra du côté de l'Afrique du Sud le sommet des BRICS. Ce sommet qui réunira, on le rappelle une fois de plus, le club des 5, comme on les appelle habituellement. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud devraient donc plus que jamais tabler sur pas mal de sujets. On parle entre autres de la candidature de l'Algérie qui pour l'heure ne suscite pas, ou du moins divise toujours au sein même du bloc avec certains qui sont pour et d'autres qui ne le sont pas. Il y a entre autres la question relative à la monnaie unique, la monnaie commune aux BRICS qui devait en principe voir le jour. Mais il y a surtout ce premier pan, Mohamed Change, la non-participation du président russe Vladimir Poutine. L'information a été officialisée dans un communiqué rendu public par la partie sud-africaine. Et d'entrée, chez Lou Lawson, je reviens vers vous, vous prenez la parole en premier sur ce sujet. Alors, comment vous interprétez la non-participation de Vladimir Poutine à ce sommet des BRICS? Question très très importante, mais permettez-moi, Guéné, de faire un petit retour sur le Centrafrique. Sur la question. En quelques secondes, allez-y, on vous l'accorde. Mais allez-y. Pour dire que le président Touadéra a fait quelque chose quand même que les économistes regardent avec beaucoup d'attention, celui de pouvoir faire du songo à la monnaie, la crypto-monnaie, n'est-ce pas, la crypto-monnaie. Et vous savez que la BEAC n'a pas encore élaboré de règles régionales pour les crypto-actifs, et donc ce qui suppose une réforme du franc CFA. Et la réforme du franc CFA suppose aussi la fin du lien entre le franc CFA et le trésor français, et aussi la fin de la centralisation des réserves de change dans les comptes d'opération. Et donc tout à l'heure, il y a un panéliste qui a évoqué cette question pour dire aussi que la monnaie est au cœur de cette constitution et qui nécessite dans cette réforme-là, qui permettra justement au pays, à la République centrafricaine de disposer les éléments de souveraineté, voyez-vous, et parmi les éléments de souveraineté, bien entendu, il y a la monnaie. Sans la monnaie, eh ben, on ne peut pas avoir le contrôle sur son économie-là. Ce contrôle permet justement d'avoir le contrôle sur son budget, d'avoir le contrôle également sur les éléments qui participent au développement du pays. Et donc, une politique économique, la politique économique telle qu'on le voit dans les pays africains et spécialement en République centrafricaine, c'est essentiellement subventionné par l'aide au développement. Donc on ne peut pas se développer avec cela. Et cette réforme qu'on inscrit aujourd'hui dans la Constitution permet au leadership centrafricain de disposer des armes nécessaires pour faire face au développement de ce pays. Donc c'est un point très important que je voudrais quand même souligner avant d'aborder la question du BRICS. Sur la question du BRICS, la question que vous avez posée par rapport à l'envenue du président... Une décision d'ailleurs prise par Moscou, mais officialisée par la partie sud-africaine. Ben, tout à fait. Vous savez que la Russie est en opération militaire, si vous permettez qu'on l'exprime ainsi, en Ukraine. Et vous savez que le président russe est au cœur de toutes les attentions, de toutes les menaces. On a vu sur les plateaux de télé les gens aller jusqu'à les plateaux mensonges de télé des Occidentaux souhaiter sur les plateaux la mort du président Poutine. Donc c'est l'un des hommes les plus protégés au monde. Sa venue en Afrique du Sud ne pose aucun problème dans la mesure où il dispose, n'est-ce pas, de l'arsenal nucléaire et de la capacité de protection nécessaire. Mais je pense que il y a un certain nombre de pressions qui sont mises sur l'Afrique du Sud et pour éviter un certain nombre de problèmes en Afrique du Sud, je pense qu'il a choisi en ce moment-ci de ne pas faire le déplacement de l'Afrique du Sud, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans la mesure où son ministre des Affaires étrangères sera présent, une très forte délégation russe. Sergei Lavrov. Exactement. Donc, de mon point de vue,
avec aussi la technologie, je ne pense pas que c'est un réel problème, que sa présence ou non, mais toujours est-il qu'il est présent. Je crois que c'est ce qu'il faut absolument retenir. La Russie vient de mettre actuellement en action, je dirais, comment il appelle déjà, l'arme de l'apocalypse, c'est-à-dire le sous-marin Belgorod. Et ce sous-marin a une puissance de 100 mégatonnes, c'est-à-dire que c'est 500 fois plus puissant que l'arme de l'Apocalypse. Vous voyez. Et donc, c'est le plus long sous-marin au monde. Il dispose d'une capacité de provoquer des tsunamis radioactifs de plus de 100 mégatonnes. Et donc, si le président russe veut se déplacer, eh bien, je pense qu'il est capable de se déplacer avec toute cette puissance-là, et je ne pense pas que quelqu'un oserait justement l'attaquer. Donc, pour peut-être des raisons objectives, là, il a souhaité de ne pas mettre l'Afrique du Sud sous le feu des rampes et créer des incidents diplomatiques au gouvernement sud-africain. On sait comment il y a cet équilibre instable, hein. Depuis l'avènement de Mandela au pouvoir d'Afrique du Sud, on sent qu'il y a quand même une minorité de blancs racistes qui sont toujours dans ce pays, qui sont en lien avec les Occidentaux, la confrérie anglo-saxonne, et il y a quand même des chances de perturbation. Et pour éviter tout ça, je pense qu'il a choisi plutôt la démarche de la sagesse. Et vous faites très bien de le dire parce que cette semaine, c'est le président Cyril Ramaphosa qui est monté d'un cran et il a déclaré, je cite, une tentative d'arrestation du président Poutine en terre sud-africaine serait une forme de déclaration de guerre à l'endroit de la Russie. Et c'est son ministre des Relations extérieures qui, lors d'une conférence de presse, est venu appuyer ses propos en disant que ce n'était pas une forme de peur pour la Russie si le président Poutine a décidé de ne pas prendre part au sommet, mais plutôt une façon pour le président Poutine, non seulement de respecter les terres africaines, mais surtout de ne pas embarrasser l'Afrique du Sud et laisser que le sommet puisse se dérouler sereinement. Niam Timbo, vous faites partie de ces internationalistes-là qui suivent cette affaire de près. Si vous êtes en ligne avec nous, une fois de plus, bienvenue Niam, et dites-nous comment est-ce que vous entrevoyez ce sommet finalement de tous les enjeux. Niam Timba, on vous écoute. Je pense que les gens glosent énormément sur la présence ou non de Vladimir Poutine, la présence physique ou non de Vladimir Poutine, qui pour les responsables des BRICS c'est une question déjà réglée. Je ne sais pas pour quelle raison une question réglée fait couler autant d'encre et de salive, là où il y a beaucoup d'autres problèmes plus importants qui devraient préoccuper des personnes qui sont disposées à construire un monde de paix, un monde de prospérité partagée, comme le dit le président Xi Jinping, de richesse pour tous, comme le dit le président Touadéra, un monde dans lequel, voyez-vous, il pourrait y avoir une éthique commune, comme le dit, qu'on le veuille ou pas, le président Biya, qui a proposé un comité mondial d'éthique depuis 2000, et je vous rappelle que ce sont de jeunes étudiants de l'université de Douala à l'époque qui ont formalisé cette idée, et le président a bien voulu la porter. Je crois que les BRICS aujourd'hui représentent quelque chose qu'il faut rappeler à tout le monde. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. 3 milliards 200 millions d'habitants, soit exactement 40% de 8 milliards de terriens. Les BRICS, selon les Occidentaux, c'est presque 32% du PIB mondial. Et aujourd'hui, on évalue à pratiquement 40% de ce PIB mondial. Mais les BRICS, c'est aussi 50% de la croissance mondiale. 50% de la croissance mondiale. Les BRICS, c'est 60% des capacités industrielles mondiales. Les BRICS, c'est aujourd'hui, si vous voulez, un marché de consommation qui représente à peu près 33-35% de la consommation mondiale. Et donc, vous voyez que si on prend tous ces éléments-là, les BRICS, c'est juste la nouvelle puissance. C'est le nouveau pôle de puissance qu'on a dans le monde. Ces pays-là représentent
plus de la moitié des brevets déposés depuis pratiquement 5 ou 10 ans. Donc vous voyez que le potentiel des BRICS ainsi que les atouts actuels des BRICS font peur à ceux qui hier contrôlaient le monde. Je rappelle qu'en 1990, l'OTAN, qui représente à peine 8% de la population mondiale aujourd'hui, était encore à peu près 15-20%. Et à cette époque-là, l'OTAN, qui est aujourd'hui à 31,31% du PIB mondial, était à pratiquement 60-65%. Et les BRICS, quand on remet tout ça, si vous voulez, on cumule ce qu'ils représentaient en 1990 face à l'OTAN, ils n'étaient qu'à 15% du PIB mondial. Il y a eu quelque chose, une révolution qui s'est produite et qui a porté des pays arriérés comme la Chine à être aujourd'hui réellement la première économie du monde dans PIB PPA et la deuxième dans d'autres selon l'OTAN, les Occidentaux, et des pays comme l'Inde sont sortis du fond du classement pour devenir aujourd'hui la 5e économie mondiale. Et vous comprenez que des pays comme la Russie, qu'on comparait malicieusement à des pays comme l'Espagne qui a à peine 1200 milliards de PIB, on constate aujourd'hui que la Russie c'est au minimum 7000 milliards de PIB, c'est-à-dire qu'en fait la Russie est aujourd'hui la 3e économie mondiale. Donc c'est pour dire que ce sont des mastodontes. L'Indonésie, ce sont des mastodontes. Le Brésil, c'est je crois la 8e ou la 9e puissance économique mondiale. L'Afrique du Sud est peut-être dans le fond du classement, mais c'est la première puissance industrielle de l'Afrique. Et sans compter que vous avez un pays comme la Chine qui à elle seule représente aujourd'hui l'essentiel c'est l'usine du monde, comme on dit. Donc les BRICS, c'est cela. Et les BRICS estiment d'ailleurs donc que réunissant 40% de la population mondiale, près de 40% du PIB mondial, plus de 50% de la croissance mondiale, d'ailleurs, il n'y a personne au monde, et on suit en cela les BRICS, qui comprendrait que les BRICS utilisassent une monnaie qui n'est pas la leur, à savoir le dollar. Donc, il faut utiliser une monnaie qui leur permet d'échapper à la mainmise du dollar américain, et cette dédollarisation, je le rappelle, qui est assise sur le fait que on utilise le dollar pour acheter et vendre les matières premières, on l'utilise pour les réserves de valeur, pour les réserves de change, on l'utilise pour libeller les actifs financiers et donc finalement on utilise le dollar pour tout. La conséquence, c'est que les Américains, du fait de caractère de l'extraterritorialité de leurs lois relativement à tout ce qui est lié au dollar, régente les économies du monde entier et s'assure une collecte d'informations stratégiques sur tous les pays parce que malheureusement vous achetez et vous vendez en dollars. Donc ils savent les quantités, les moments où vous avez vendu, à qui vous vendez, quand est-ce que vous vendez, la qualité de ce que vous vendez, les caractéristiques de ce que vous vendez et quelle est la fréquence à laquelle ce que vous vendez est acheté. Donc c'est un contrôle extraordinaire sur le monde. Du coup, les BRICS estiment qu'il faut s'échapper parce que en 1945, 1944, quand on crée Bretton Woods, exactement, les pays qu'on rappelle l'OTAN aujourd'hui représentaient 40% de la population mondiale, à peu près 60% du PIB mondial, et vous comprenez que les BRICS présentent les mêmes caractéristiques. Mais pourquoi devraient-ils donc continuer à utiliser la monnaie d'un pays qui est devenu aujourd'hui un pays relativement petit par rapport à eux. Parce que les États-Unis, c'est à peine un peu moins de 20% du PIB mondial. C'est qui vous a ajouté, quand vous ajoutez le reste, l'Union européenne, puis le Canada, c'est là où vous êtes porté à 31%. Donc vous voyez que c'est quand même compliqué que la Chine à elle seule, qui a plus de 20% du PIB mondial, utilise la monnaie d'un pays qui lui a à peine 20% du PIB mondial. Comme pour acheter et vendre et comme réserve de change, etc. Donc aujourd'hui, les BRICS ont décidé de créer leur monnaie. Et la création de leur monnaie qui sera adossée sur l'or. L'or est la matière qui a un stock à flux, le stock à flux le plus intéressant. J'explique rapidement ce que ça veut dire en économie financière. Le stock à flux, c'est ce par quoi on mesure la quantité de nouvelles émissions de biens, de manière générale, de produits par rapport au stock existant.
Donc, vous avez l'or aujourd'hui croît à peu près de 2% du stock existant. Ça veut dire que sa valeur est donc stable. Parce que si vous avez une croissance qui est par exemple de 50 ou 60%, ça modifie l'équilibre et la solidité de la valeur et ça fait que ça chute. Et lorsque la valeur chute, lorsque vous avez plus de biens nouveaux, plus de quantités nouvelles par rapport au stock existant, le prix chute généralement. C'est ça qui fait que, par exemple, quand on produit un peu plus de biscuits qu'il y en a, qu'on en produisait l'année d'avant, le prix chute. Or, l'or qui est produit aujourd'hui, c'est à peu près 2%, entre 1,5 et 2% de la quantité qui existe déjà. Ça fait que le prix ne varie vraiment pas, la valeur ne varie vraiment pas. Donc, ce stock à flux est une base extrêmement solide, est un fondement extrêmement solide qui va donner à la monnaie des BRICS une stabilité qui est extraordinaire. D'ailleurs, le Zimbabwe qui vient de se lancer dans une opération de ce type-là a vu instantanément sa monnaie se stabiliser. Donc les BRICS vont avoir leur nouvelle monnaie qui a non seulement qu'elle est adossée à l'or avec un stock à flux extrêmement intéressant, il y a le fait que cette monnaie-là n'appartient pas à un État particulier. C'est une monnaie décentralisée. Et cette monnaie décentralisée, qui est une monnaie unique en son genre aujourd'hui, permettra donc de maintenir les bases de la multipolarité que défendent les BRICS, dont les BRICS font la promotion. Le monde doit être multipolaire, un monde d'amitié, un monde de richesse partagée, un monde où les choses qui peuvent conduire au conflit doivent être soit limitées, soit on doit tout faire pour qu'elles n'existent pas. Le fait, par exemple, d'utiliser la monnaie d'un autre pays, d'un pays X, comme monnaie de réserve. Donc, c'est une monnaie qui ne sera la monnaie de personne et qui va permettre donc des échanges équitables, qui va permettre des échanges éthiques, qui va permettre de construire un monde où on partage la richesse et où on se comprend entre amis, entre personnes qui se respectent mutuellement. Donc, les enjeux de ce sommet sont importants. D'une part, du fait de cette monnaie-là, d'autre part, du fait que il y a beaucoup de pays qui frappent aux portes des BRICS. Si les BRICS laissaient entrer un certain nombre de pays, je n'ose même pas dire les 19 qui ont postulé, la population de ce groupe-là passerait instantanément à plus de 60%. Et le PIB de ce groupe passerait à plus de 65%. Et les capacités industrielles installées de ce pays se retrouveraient autour de 75%. De ce groupe-là, se retrouveraient les capacités industrielles autour de 75%, la contribution à la croissance mondiale serait dans les mêmes eaux, à peu près 3/4. Vous comprenez que c'est un groupe écrasant pour l'OTAN. Et vous avez donc des gens qui seraient à 60% de la population mondiale, les autres à 8% à peine, mais ceux qui sont à 8% veulent quand même diriger le monde. Il y a quand même là une incongruité, mais c'est le principe du capitalisme. C'est la vision du monde de l'individualisme aristotélicien qui est repris systématiquement par les Hegeliens, etc., les Hobbes, et les Locke, et tout ça, et par les Milton Friedman et tout le courant du libéralisme et de l'ultralibéralisme, etc., alors que, et du monde unipolaire, des gens comme les Brzezinski, etc., alors que la construction d'un monde multipolaire, malheureusement que cela existe, rappelle le communautarisme chinois et africain, rappelle le monde traditionnel slave et qui permet donc que en fait les richesses sont partagées entre tous. Donc vous voyez, tout cela relève purement et simplement de la restauration de ce que Sergei Lavrov appelait l'ADN des civilisations. Donc nous revenons à l'ADN des civilisations en quittant un monde qui est totalement dominé par la recherche du profit et par la brutalité avec laquelle on accède à un profit égoïste, individualiste et qui s'accompagne de pillage, de domination, de chaos permanent, de harcèlement permanent des autres pays et de l'industrie de la guerre. Nous ne pouvons pas laisser un tel monde prospérer davantage. Et donc, le sommet des BRICS de Johannesburg, le mois prochain,
est un sommet crucial qui décidera du destin de l'humanité et qui décidera de l'histoire du monde. Donc là, nous faisons face à une, si vous voulez, au fait que l'OTAN sera rejetée. Pas forcément dans les poubelles de l'histoire comme ils le craignent, mais l'OTAN qui est la réunion des pays colonisateurs, parce que quand on prend c'est les États-Unis, Canada, c'est même pipe, même tabac, encore que Canada se fait sur demander aux Inuits, ce sont des colonisateurs, c'est le Japon, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est tous des pays colonisateurs qui veulent continuer à dominer le monde et à piller le monde et à profiter des ressources du monde unilatéralement. Donc, je crois que nous devons suivre de très près ce qui va se passer en Afrique du Sud dans un mois et espérer que la construction du monde multipolaire que nous appelons de tous nos voeux, eh bien, se fera et que l'humanité enfin retrouvera la paix et une longue période de partage, de solidarité et d'amitié dont nous avons encore de la peine à imaginer les bénéfices qui seront magnifiques. Merci à vous, docteur Yam Timba, pour cette brillante lecture de la situation qui se prépare actuellement du côté de Johannesburg en Afrique du Sud, parlant du BRICS. Messieurs, alors qu'on se serait attendu à ce que le débat soit centré sur les principales questions importantes comme l'adhésion de l'Algérie, la candidature de l'Algérie parmi les 19 États qui souhaitent intégrer le BRICS, ou alors l'adoption d'une possible monnaie unique basée sur l'or, tout le monde a voulu nous détourner, ou alors les dictateurs ont voulu nous détourner d'un faux débat à l'absence de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas, s'ils ont peut-être peur du fait que le BRICS aujourd'hui représente pratiquement 50% de l'économie mondiale? Maître? Relativement à cette question, j'avoue que le débat sur la présence ou pas du président Poutine était fortement attendu. Ok. Oui, mais je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder là-dessus parce que l'Afrique du Sud est coutumière du refus d'interpellation des présidents qui seraient sous couvert, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud l'a fait avec le président Béchir. Et donc, ça ne devait pas être une surprise que l'Afrique du Sud se refuse d'interpeller le président russe sur son territoire. Je pense même que la philosophie de la communauté internationale sur la question laisse un goût amer, un arrière-goût amer de pièges qu'elle tend généralement aux pays africains. Surtout que l'Afrique du Sud, vous gardez la parole, maître, je vous relance juste sur la question, à préciser que ça aurait été inédit si jamais le président Poutine avait été interpellé pour la simple raison que depuis la création de la CPI, après le traité de Rome, jamais un président en exercice n'avait été interpellé en pleine fonction. Oui, ça aurait été inédit, mais il faut dire que il ne faut pas que les Africains se leurrent dans des considérations juridiques liées autour de la création du traité de Rome, création de la Cour pénale internationale. Ce qui est vrai au sein des relations internationales, c'est que c'est la puissance, c'est la force. Le rapport de force. C'est le rapport de force qui compte. Je vois mal même le président Poutine être interpellé aux États-Unis. C'est pas possible. Parce que quand vous envisagez arrêter un monsieur qui a plus de la moitié des ogives nucléaires qui est en sa possession, vous mettez votre propre pays en danger. Donc je ne pense pas que ce soit un débat sur lequel il faille s'attarder. J'y arrive. Maintenant, sur l'importance même de ce sommet. Le vrai débat maintenant. Le vrai débat. Je voudrais dire que dans le principe de la création de la monnaie, dès sa création, doit être gagée par une valeur qui peut être matérielle, ça peut être de l'or. Au départ, c'était de l'or, avec des ressources premières. En 1971, le président Richard Nixon a décidé, par exemple, que le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle. Ce qui voulait dire que l'Amérique pouvait inonder le marché mondial d'une quantité illimitée de la monnaie sans avoir besoin de gager sa monnaie sur une valeur matérielle. Ce qui lui a permis de dominer le commerce mondial sur tous les pans. Maintenant, la décision avec l'arrivée de Lula,
au niveau du Brésil, la décision que le BRICS entend prendre, c'est-à-dire créer une monnaie qui serait de nouveau gagée sur le dollar, sur l'or, va faire en sorte que la monnaie commune créée par les 5 pays, qui, je dois le rappeler, comme l'a fait mon copanéliste, représente près de 40% de la population mondiale, va créer un équilibre au niveau même de la communauté internationale. Vous savez, depuis cette dévalorisation, depuis que le dollar n'est pas adossé à des valeurs matérielles, ça a permis aux États-Unis de gouverner le monde à travers les institutions internationales comme l'ONU, le G7, le G20. Mais avec cette monnaie, ça rééquilibre les forces. Ça fait que plus de 40% de la population mondiale a une monnaie et des ressources nécessaires pour les gager. Ça va faciliter les échanges entre ces pays déjà et les autres pays, des petits pays africains qui ont des ressources naturelles énormes, mais qui sont butés au niveau du commerce international à travers la monnaie. Ils doivent transiger à travers le change. Ils doivent transiger soit par l'euro, soit par le dollar, soit par le livre anglais. Maintenant, avec cette monnaie, les Africains auront une alternative crédible au niveau de la monnaie, soit le dollar, soit fait avec la monnaie du BRICS. Ce qui veut dire, naturellement, et vous le savez, le BRICS est constitué par des pays émergents, des puissances émergentes qui pensent qu'on peut évoluer ensemble, on peut se développer sans écraser l'autre. Or, c'est une valeur opposée à celle qui a été longtemps implémentée par l'Occident. René Bakota, en croit ce que nous développe Maître Abdulaziz et surtout ce que nous a développé tout à l'heure Dr Niam, on est tenté de penser que le BRICS a les armes et les moyens de sa politique, surtout que pendant que le sommet est annoncé dans un mois, il y a 19 prétendants quand même. Cette inversion de la polarité mondiale là, c'est quelque chose à saluer aujourd'hui. Oui, écoutez, je pense que les intentions sont excellentes, les intentions du BRICS, mais le chemin est encore bien long. Il faut quand même se dire que parce que même eux-mêmes au niveau du BRICS, ils disent que c'est un point qui doit faire l'objet d'échanges. Donc on n'est pas encore dans le déroulement de la mécanique même concernant la monnaie, mais nous sommes dans les belles intentions qui rentrent en droite ligne effectivement de ce que le BRICS défend, c'est-à-dire qu'il faut une communautarisation de la vie au niveau international, parce que il a dit tout à l'heure, la froideur du capitalisme fait en sorte que plusieurs personnes sont laissées pour compte et le capitalisme laisse place à beaucoup de choses comme le commerce de la guerre avec tout ce que cela rapporte, la misère, la pauvreté, qui jusqu'à aujourd'hui on continue à avoir une dénivellation entre les pays riches et les pays pauvres sans qu'on ne progresse vraiment vers un résultat qui cherche l'équilibre. Et le BRICS justement, à travers l'économie et la démocratie, vise évidemment pas à s'opposer, à donner une alternative. À rééquilibrer le monde. Voilà, de la façon dont le monde doit être perçu, pas seulement avoir une direction unique ou une pensée unique. Évidemment, maintenant, oui, le BRICS, c'est tous ces chiffres-là en même temps. Il faut simplement qu'on voie effectivement les choses plus se prononcer. Moi, je suis juste inquiet parce que, oui, peut-être que le fait que Poutine ne soit pas en Afrique du Sud est quelque chose, évidemment, c'est l'homme le plus puissant, c'est l'homme qui a ceci, mais ça doit renvoyer quelque chose. Ça veut dire que si l'Afrique du Sud peut céder à des pressions internationales, ça laisse quand même inquiéter sur la capacité de tous les pays là à marcher ensemble pour progresser vers la création même de la monnaie. Ça veut dire qu'il y a comme encore des failles à ce niveau-là. Au nom de quoi est-ce que l'Afrique du Sud serait inquiète que Poutine vienne en Afrique du Sud? Parce que si Poutine est là, quel est le pays qui toucherait à l'Afrique du Sud? Parce que les raisons qui ont été avancées, entre autres, c'est que l'Afrique du Sud est signataire du traité de Rome et que l'Afrique du Sud devrait appliquer normalement l'interpellation de M. Poutine sur son territoire. Mais il faut préciser que le président de l'Afrique du Sud a fait une sortie cette semaine dans laquelle il a été très clair que personne n'osera toucher le président Poutine. Mais lui-même l'aurait dit encore que mais si ça se fait,
ça va que si jamais la CPI tentait de vouloir ça va causer du tort à l'Afrique du Sud. Non, il dit que ce serait une déclaration de guerre à la Russie. Oui, mais et que ça poserait un problème également au gouvernement sud-africain et à l'Afrique du Sud. Ça, c'est évident. Moi, j'ai également... En fait, peut-être qu'on a eu accès à des sources différentes, mais moi, j'ai lu et écouté ce discours-là. C'est vrai. Mais ce que je relève ici, c'est que je pense qu'on devrait déjà donc avoir des décisions courageuses. C'est le cas déjà. Pour dire, mais Poutine devait venir. Parce qu'il y a eu une entente entre l'Afrique du Sud, ils se sont dit, ok, entre frères, où nous partageons un certain nombre de choses, ça ne sert à rien de créer des problèmes à un pays frère. Justement. Ce que je dis, c'est que comme pour Béchir, on aurait pu laisser Poutine venir. Et quand je le dis, c'est pour dire qu'il y a encore quelque chose de fragile. Il faut solidifier le courage des décisions que nous sommes en train de prendre. Parce que, évidemment, vous voyez qu'aujourd'hui, les autres, parce que c'est un combat, hein, ça reste une lutte, ça n'a jamais été quelque chose d'évident. Ils veulent vous détourner vers un débat qui est important pour eux. Justement. Mais qui n'est pas important forcément pour vous. Justement. Et il faut être donc s'inscrire dans une logique où il faut être rigide et donner les gages de ce que nous sommes en train d'aller vraiment vers quelque chose de sérieux et nous allons y aller ensemble. Or, si on se retrouve dans une situation où on est encore dans des tâtonnements parce qu'on s'inquiète de ce que ceci va se passer, cela va se passer, mais écoutez, Poutine, entre-temps, depuis que ce mandat existe, il est allé dans plusieurs pays. Oui. Qui a osé faire quoi? Personne. Pourquoi est-ce que on doit pouvoir expliquer que c'est parce que, bon, voilà, on s'est entendu qu'il ne doit pas venir? Pourquoi cette frilosité? On devrait être courageux et avancer. Parce que si le BRIC ne pose pas des actes concrets, des actes solides, d'ailleurs, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il existe. On peut donner tout ce qu'on est en train de dire là, mais on peut toujours constater effectivement que la monnaie et un certain nombre de choses restent encore sous la bannière de ces puissances-là. On n'est pas encore vraiment vers l'idéal de l'alternative de ce qu'on souhaite avoir dans le monde aujourd'hui. Et pour moi, c'est un acte de faiblesse. C'est un acte de frilosité que l'Afrique du Sud a eu à poser en voulant convaincre, parce que je suis sûr qu'il y a eu des échanges, que Poutine ne puisse pas arriver, et c'est là où il a dit, ok, je ne viens pas. Lui-même le dit, personne ne va le toucher. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas? Qui fera quoi? Mais reculer comme ça, vouloir expliquer, pour moi, je pense que l'Afrique du Sud a manqué l'occasion de donner justement les gages de ce que le BRIC est en train de converger et d'aller vers quelque chose de solide. Mais là, une fois qu'on l'a dit, toutes les belles intentions qui sont là, moi je les félicite parce que évidemment c'est toujours ennuyant de se retrouver dans une situation où on n'a pas d'alternative par rapport au fonctionnement du monde. Et comme on le dit, ça a toujours été ça. Voilà un petit pays comme la France qui se permet d'avoir à lui seul plusieurs pays africains, on dit l'Afrique francophone, hein, où il a la maîtrise de la monnaie de 14 pays qui passent pas par une banque, par un trésor, le trésor de son pays. Donc justement, ils ont l'habitude de mettre à haut, de mettre la main sur plus grand que eux à travers les mécanismes de fonctionnement qu'ils font. Et quelquefois, ça passe à travers la peur. Voilà ce que nous voyons en Centrafrique. Le processus où on a commencé à retirer la France de la Centrafrique n'a pas commencé aujourd'hui. Et voilà, à partir de cette constitution, c'est une autre étape importante où on est en train de retirer vraiment cette puissance. Et moi, je regrette que l'Afrique du Sud honnêtement ait pris cette position. On peut nous expliquer tout ce qu'on peut expliquer, mais moi je dis que c'est de la faiblesse, c'est de la peur, et ça ne donne pas les gages vraiment d'un courage pour aller vers quelque chose de solide. Merci à vous, René Bakota. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.